Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Je vais exceptionnellement démarrer cette plénière un peu différemment. Pour vous annoncer déjà que malheureusement Edwige Ray de Mazars n'a pas pu être avec nous aujourd'hui suite à un problème familial, ce qui va un peu changer, on va dire, la manière de mener ce grand plateau. Je vais commencer par vous présenter les personnes, les invités à mes côtés. À mes côtés, Juliette Mule, qui est directrice de la responsabilité sociétale de l'entreprise pour Naval Group. Si j'ai mal prononcé votre nom, je m'en excuse. Constance Gess, qui est directrice finance durable pour Orange. Et Mickaël Lemarchand, membre du COMEX pour le groupe SNCF, directeur de l'engagement social, territorial et environnemental, et également vice-président de la fondation SNCF. Merci à tous les trois d'être présents aujourd'hui. Ce que je vais faire en introduction, c'est de poser un peu les bases du sujet. Soyez hyper conciliants, je ne suis pas nécessairement experte, c'est Edwige qui devait faire cet exercice. Certes, je ne le ferai pas de manière aussi précise qu'elle, mais c'était important voilà, de poser les bases du sujet, surtout que aujourd'hui, quand on parle de greenwashing, spontanément, on peut penser à deux sujets et c'est important de les dissocier. La première est liée à l'affichage, avec l'une des mesures emblématiques, notamment de la loi climat et résilience. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, il n'est plus possible pour les annonceurs de mettre en avant la neutralité produit d'un carbone ou d'un produit ou d'un service sans preuve à l'appui. Pour rappel, sur les 1100 établissements qui ont été contrôlés par la DGCCRF en 2021 et 2022, justement dans le cadre d'une enquête sur les allégations environnementales, un quart était en anomalie. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, quand on parle de greenwashing, il y a également le sujet du reporting. C'est précisément ce sujet-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, une nouvelle directive dont vous avez sûrement entendu parler, notamment par l'acronyme de CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive, veut assurer un meilleur suivi des impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises, et ce, dès l'année prochaine, dès 2024. Ce qui permet d'avoir un nouveau cadre pour formaliser l'information extra-financière, ce qui est aussi, on peut le dire, un pas en avant pour faire de l'information ESG un nouveau pilier de la performance économique des entreprises. Et donc, c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour rappel, il est nécessaire aujourd'hui, on le sait au niveau des entreprises, qu'il y a un vrai enjeu de mieux cadrer les discours et les publications des entreprises en matière de RSE, et ce pour plusieurs raisons, trois majeures. La première, c'est que la réglementation actuelle laisse une grande liberté aux entreprises dans le choix des indicateurs et les ambitions affichées face à chacun des enjeux qui sont évidemment les leurs. La deuxième, c'est qu'on remarque une maturité variable en fonction des entreprises, avec des publications qui sont non comparables d'une entreprise à l'autre. Et enfin, on note une difficulté pour savoir si les entreprises ont mis en place leur plan d'action leur permettant d'être alignées avec les fameuses trajectoires de l'Europe sur les enjeux environnementaux notamment. Dans les grandes lignes, concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Cette nouvelle directive, elle va concerner 50 000 entreprises européennes, avec pour objectif, donc, je le disais à l'instant, de normaliser l'information extra-financière. Et pour les plus avertis, elle va remplacer donc la Non-Financial Reporting Directive, NFRD, dès janvier 2004, je vous le disais. L'objectif, c'est de normaliser l'information, ça je vous l'ai dit, d'éviter le greenwashing. Elle introduit pour la première fois une obligation de reporting et de vérification d'informations normées en matière de durabilité pour une grande partie des entreprises européennes. Elle induira aussi une forte connectivité des états financiers et extra-financiers. Et cette évolution, associée à d'autres réglementations comme la SFDR ou la taxonomie verte européenne, devrait normalement transformer durablement l'économie européenne et avoir des répercussions sur les autres zones économiques mondiales. Avant de poursuivre avec vous trois, j'ai fait ce que je pouvais. Est-ce que vous voulez compléter ? Est-ce que j'ai oublié des informations essentielles ? Non, ça serait bien présomptueux de dire que tu as oublié des informations essentielles. Non, bravo d'abord pour faire un résumé au pied levé de ce qu'est la taxonomie et la CSRD qui entre en vigueur. Peut-être juste un mot, néanmoins, ça permet une chose, et le sens de cela, c'est
c'est de normer pour pouvoir y voir clair, et notamment à l'attention des, vous le savez, des financeurs, des sociétés d'investissement, des fonds d'investissement, des banques, qui sont tenus aussi de contribuer à la transition écologique et sociale, et pour pouvoir prendre des choix éclairés d'allocation des ressources de financement, il faut pouvoir avoir des états financiers qui disent quelque chose d'à peu près cohérent d'une entreprise à l'autre, d'où cette volonté européenne de normer pour pouvoir éclairer des choix d'investissement. Donc c'est une partie. Néanmoins, moi j'en profite du coup d'avoir le micro. Je t'en prie. Pour dire qu'il y a une chose, évidemment on peut critiquer, évidemment on peut dire c'est une contrainte, on en reparlera tout à l'heure sur la notion de contrainte. C'est imparfait, on a parlé aussi d'imperfection ce matin, mais au moins c'est une tentative là aussi pour faire... pour contribuer à la transition écologique et sociale et éclairer les prises de décision que l'on prend tous les jours de façon rationnelle. Il y a une chose qui n'est pas dedans, et c'est une chose qui pour moi est essentielle et que nous n'avons pas encore, c'est que nous ne comptons pas en finance et en comptabilité ce qui compte vraiment. D'un côté, on dit que ce qui compte, c'est les émissions carbone, ce qui compte, c'est l'inclusion, ce qui compte, c'est l'impact sur la biodiversité, ce qui compte... Mais en fait, les règles comptables, elles ne permettent pas ça. Et aujourd'hui, on prend des décisions économiques rationnelles tous les jours, avec bonne foi, avec conscience écologique plus ou moins forte, mais en tout cas, je pense qu'on est tous, et on le voit aujourd'hui, si on est si nombreux et si on partage ces sujets-là depuis ce matin. Mais pour autant, si les règles comptables ne permettent pas de refléter dans les chiffres c'est toutes ces externalités sociales et environnementales, alors on continuera à être tiraillé entre des chiffres financiers et puis des chiffres qu'on dit aujourd'hui extra-financiers, mais en fait c'est déjà un échec de dire que c'est extra-financier. Il faudrait que tout soit à un moment donné dans les chiffres pour qu'on puisse prendre des décisions. Oui, bien sûr, pour compléter. Ouais, je voudrais compléter. Déjà, ce que j'aime dans la CSRD, c'est qu'on ne dit plus extra-financier, mais que c'est durabilité. C'est sustainability, durabilité. Donc déjà, on a bien cette notion de développement durable qui est plus percutante que extra-financier qui s'oppose à finance. Et moi, ce que j'aime bien dire aussi pour expliquer ce que c'est que la CSRD, je dis que c'est aujourd'hui, il y a tous des standards finance. Et en standard, il y a l'IFRS. Et ben moi, je dis que la CSRD, c'est l'IFRS du développement durable. C'est vraiment de se dire, voilà, on a des standards, on a des façons de calculer le chiffre d'affaires, la marge en finance. Et ben là, on va avoir des standards pour calculer l'empreinte carbone, la diversité, etc. Alors, ce qui est intéressant avec vous trois, c'est qu'on va avoir 3 exemples d'entreprises dans des secteurs différents. Mickaël, peut-être pour commencer avec le secteur du transport, l'ouverture, et notamment SNCF, l'ouverture à la concurrence, mais aussi la déréglementation du marché du transport ferroviaire, peuvent-ils constituer une opportunité business, là où justement, à l'heure où l'étau réglementaire RSE est en train de se resserrer? Alors, il n'y a pas de déréglementation du transport ferroviaire, en fait. Enfin, je tiens à rassurer. Il y a une ouverture du marché à la concurrence, mais il n'y a pas vraiment de déréglementation du marché. En revanche, il y a une régulation du marché, parce que c'est dès l'instant où il y a une ouverture du marché à la concurrence, et tous les marchés de la SNCF sont ouverts à la concurrence depuis la réforme qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Donc, il y a une régulation pour pouvoir créer des règles du jeu les plus équitables possibles. En revanche, l'étau, c'est ça qui est intéressant, c'est l'étau, comme tu disais dans la question, l'étau RSE réglementaire se resserre. En fait, c'est la question de la contrainte. Il y a un étau, il y a des contraintes, mais en fait, moi, je trouve que j'ai adoré les conférences auxquelles j'ai assisté depuis ce matin, parce qu'on voit bien que le sujet, ce n'est justement pas uniquement une conformité ou une mise en conformité à des règles RSE, qu'on va appeler RSE, qui se durcissent. C'est d'être à la hauteur des enjeux absolument phénoménaux qui sont en face de nous. C'est-à-dire que cette transition écologique, sociale, économique, démocratique, c'était le patron de la Massif tout à l'heure, ce midi, qui disait qu'en fait, il faut tout changer, mais c'était pas pour effrayer qu'il disait ça, mais il dit effectivement, il faut changer le logiciel et notre façon de concevoir l'économie dans la société et le rôle et les responsabilités des entreprises dans ces sociétés. Alors du coup, à la SNCF, le sujet, c'est il faut se mettre en conformité avec les réglementations, et très bien, mais c'est le greenwashing, en fait.
je sais pas, on pense même pas au greenwashing chez nous, parce que en fait, le sujet, c'est une question de responsabilité. Quelle est notre responsabilité dans ce monde qui change, qui n'est pas durable? Pour reprendre ce que tu disais, effectivement, le sujet, c'est la durabilité. Est-ce qu'on est en train de créer un monde, contribuer à un monde qui est vivable durablement et souhaitable et agréable ou pas? Et les entreprises, elles ont un rôle phénoménal à jouer. Et je trouve que ça, c'est une forme d'opportunité, parce que ça donne envie. C'est un espace de créativité, ces contraintes, puis ces nouveaux enjeux. Certes, c'est pas facile. Alors, c'est extrêmement difficile, hein, je le dis en interne SNCF, parce que la transformation du groupe SNCF autour de la RSE, qui est au cœur de la stratégie, bah, c'est pas facile. Et donc, je pense qu'il faut se mettre à l'aise. C'est très difficile. Je pense même qu'il n'y a rien de plus difficile que l'humanité ait eu à régler, en fait. On nous demande de changer un modèle d'économie, un modèle de société. On nous dit en plus qu'on n'a pas le temps, que ça y est, dans 2 ans, c'est fini, c'est trop tard, en fait. Donc, en fait, c'est extrêmement difficile. Il faut se réapproprier ça pour se dire, mais finalement, à quoi on contribue? Et d'où les notions d'entreprise régénératrice. Et quand on regarde ça sous l'angle de la responsabilité, de l'envie, alors on invente des nouveaux business models. Et il y a un exemple, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui ou maintenant, mais c'est dans tous les aspects du business que ça change, en fait, puisqu'on doit changer notre façon de pratiquer notre entreprise. Typiquement, je vais prendre un exemple parce que ça touche la Bretagne. On a, comme vous le savez, on a des tenues, ce qu'on appelle des tenues images. Vous connaissez les tenues SNCF. Quand vous êtes dans une gare ou dans un train, vous reconnaissez tout de suite, normalement, l'agent SNCF ou l'agente SNCF, parce qu'elle est reconnaissable ou il est reconnaissable avec sa tenue. On en a 25 000 agents comme ça qui portent, de par leur fonction, cette tenue. Alors elles sont non seulement biosourcées maintenant, elles sont fabriquées par Armorlux, qui est basé à Quimper, mais surtout on s'est posé la question, et là c'est pareil, on n'a pas attendu une réglementation, une contrainte réglementaire pour se dire, mais dans notre cadre de notre stratégie, on ne peut pas tout changer d'un coup, mais enfin ça c'est important, que deviennent ces tenues? On les achète biosourcées chez Armorlux plutôt que d'acheter un fournisseur qui est en Asie, par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe après? Pour des raisons de confort, de visibilité, etc. En fait, après plusieurs lavages, à un moment donné, au bout d'un an et demi, ça se périme. Et donc, on doit les changer. Et pourtant, elles sont encore valables. La fibre est encore valable. Et il n'y avait pas de filière de recyclage de ces tenues images. Parce qu'on ne peut pas donner en seconde main parce que c'est des tenues images. Donc, pour des raisons de sécurité, il ne faut pas qu'il y ait usurpation d'identité. Il faut s'imaginer. Donc, tout ceci n'existe pas. Et sans contrainte, mais avec une volonté stratégique, on a travaillé avec des acteurs, comme on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on travaille en écosystème, mais comme la SNCF est le donneur d'ordre, elle a un rôle à jouer plus particulier. Et on a mis en place, là, avec nos partenaires, une filière de recyclage qui permet de... On va apporter 23 tonnes de tenues là, pour commencer à amorcer la filière. Ça représente 250 000 tenues qu'on apporte d'un seul coup. Et ça crée de l'emploi. Donc ça va créer 500 emplois et en fait plusieurs milliers d'emplois d'ici 5-6 ans. Et il y a tout un travail de recyclage. Ça a un impact social, un impact économique, un impact environnemental. On réduit, je ne vous parle pas de la réduction de consommation d'eau, de consommation d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Et ça, c'est un exemple très concret d'impact, alors on pourrait dire régénérateur, qui ne vient pas de la réglementation, mais qui vient de ce sens de la responsabilité, modestement, avec des acteurs de tout un écosystème. Pour reprendre tes propos, c'est vrai que ce sujet de la réglementation, il est extrêmement complexe parce que ça suppose de changer complètement de matrice. Constance, quelle est votre vision face aux nouvelles obligations réglementaires et qu'est-ce que ça implique pour une entreprise comme Orange ? Alors effectivement, c'est très complexe, rien que dans le décryptage des textes qui viennent d'être approuvés, donc ça prend du temps. Et puis dans le travail d'évaluation de ce qui est attendu par rapport à là où on en est aujourd'hui et la marche à franchir, voilà, c'est quelque chose qui est complexe. Pour autant, comme ça vient d'être dit, on voit bien que les entreprises en fait, sont le principal levier de transformation et donc on a vraiment besoin d'accélérer dans la transformation de nos modèles d'affaires. Et donc je pense que cette réglementation, elle est bonne en fait pour collectivement se lancer dans cette transformation. Elle va inciter à plus de transparence et à plus de comparabilité. C'est une réglementation qui ne nous force pas à faire mais à communiquer, mais par ce biais-là, forcément, comme on se compare tous les uns aux autres, ça va très probablement nous inciter aussi à aller plus vite dans la transformation et c'est une bonne chose.
Ça va aussi nous inciter à être beaucoup plus précis sur la mesure, sur les évaluations financières. Et ça, c'est quelque chose d'important quand on va réussir à faire le lien entre nos trajectoires extra-financières et nos trajectoires financières, à finalement aller plus vers un système de pilotage de la performance qui est un système de pilotage de la performance globale en reposant bien sur nos deux jambes, le financier et l'extra-financier. C'est un changement, c'est un vrai changement culturel. Jusqu'à maintenant, beaucoup d'entreprises, et même les grandes entreprises, on a pris des engagements RSE depuis longtemps, mais on voit qu'il y a quand même un chemin qui est encore long à parcourir pour vraiment fonctionner avec cette logique de pilotage global. En interne, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique de casser des silos, de travailler beaucoup plus en transverse. Nous, on a constaté depuis plusieurs mois un vrai rapprochement des équipes finance, RH, stratégie, pour vraiment travailler sur ce sujet tous ensemble, essayer de se préparer. Et quand on dit se préparer, c'est pas juste se préparer à cocher des cases pour respecter une réglementation, c'est vraiment se dire finalement qu'est-ce que ça peut changer pour nous. Et donc c'est un lien aussi très fort évidemment avec les opérations parce que à la fin c'est pas un enjeu de reporting, c'est vraiment un enjeu de transformation. Ce que le régulateur cherche, c'est vraiment à nous pousser à nous transformer. Évidemment, quand on est une grande entreprise, on a des moyens pour tout ça, même si c'est compliqué, on arrive quand même à mobiliser en interne des équipes. C'est un sujet qui est assez mobilisateur, qui est porteur de sens. Donc on arrive à mobiliser, mais on voit bien que ça va être très compliqué pour des plus petites entreprises. Et là, je pense qu'en tant que grande entreprise, sachant qu'en plus on va être soumis à cette obligation plus vite que les petites entreprises, pour une entreprise comme Orange, c'est un reporting de durabilité à publier en 2025 sur la base des données 2024. Concrètement, ça veut dire qu'il faut être prêt là au 1er janvier 2024 à collecter les nouvelles données dont on va avoir besoin. Voilà, donc on va avoir mis en place tout ça avant les plus petites entreprises et je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer dans la pédagogie, dans le partage d'expériences pour accompagner les plus petites entreprises. Et entre grandes entreprises, on se parle beaucoup sur le sujet, donc je pense que c'est quelque chose qui est de notre responsabilité aussi. Et on voit bien qu'en fait, c'est un enjeu qui nous dépasse un peu et qui est vraiment un enjeu sur lequel on a vraiment besoin du collectif. On a besoin de travailler en écosystème avec toute notre chaîne de valeur. Un groupe comme Orange, nos émissions de carbone, l'essentiel, le scope 3, c'est 80%. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on travaille main dans la main avec nos fournisseurs. Voilà. Donc je crois que ce travail collectif, c'est quelque chose qui va aussi être poussé encore plus par ces exigences réglementaires. Et alors justement, à l'échelle d'Orange, sur ces évolutions des réglementations, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce qui vous reste à faire, du moins à court terme ? Alors, où on en est aujourd'hui. Donc, comme je le disais, c'est une obligation en 2025 sur la base des données 2024. On a déjà fait tout un premier travail qui porte sur une analyse de double matérialité. Ça veut dire regarder tous nos enjeux et les analyser, les impacts, les risques et les opportunités avec un double prisme qui est celui de l'impact et celui de la matérialité financière. Cette analyse-là, elle est absolument indispensable parce que c'est ce qui va nous permettre, déjà au-delà du fait d'avoir une bonne compréhension de nos enjeux, de nos risques et nos opportunités, c'est ce qui va nous permettre aussi de déterminer ce qui est vraiment obligatoire comme données à publier. Et donc on a fait ce premier travail qu'on vient de terminer. On est engagé maintenant sur le travail de comparaison de ce qu'on publiait déjà, puisque Orange publiait déjà une déclaration de performance extra-financière. On répond à beaucoup de questionnaires, dont des questionnaires d'agences de notation, des questionnaires comme le CDP. Mais pour autant, la marche à franchir est importante. Et donc, on a vraiment ce travail de comparaison entre l'existant et là où on est attendu, à la fois sur le fond et sur la forme, parce que la CSRD introduit aussi beaucoup de demandes sur le périmètre, qui doit vraiment porter sur l'entièreté du périmètre consolidé du groupe. Sur la forme, il y a certains indicateurs avec des définitions précises. Voilà, donc tout ce travail est en cours. Et puis derrière, il y a encore un travail très important à faire sur la mise en place des process de collecte, des process de contrôle interne, parce que c'est aussi un élément qui se renforce avec la CSRD. On voit qu'en fait, il y a un renforcement de la responsabilité
des conseils d'administration, des comités d'audit, des comités de direction, mais aussi une exigence vraiment forte sur la qualité de l'information en termes de contrôle interne et puis en termes de contrôle par nos auditeurs. Donc ça va être voilà, vraiment tout un travail de structuration de cette donnée et qui va se poursuivre sur la fin de l'année et sur l'année 2024 pour être au rendez-vous. Je retiens 2 mots, complexe, mais opportunité. Juliette, ces nouvelles réglementations européennes, est-ce qu'elles représentent des opportunités pour un groupe comme Naval ? Oui, tout à fait. Donc j'en vois deux principales opportunités. C'est, la première, on en a pas mal parlé, c'est que ces standards de durabilité vont permettre aux entreprises de se comparer entre elles, comme c'est le cas pour les résultats financiers aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous mets au défi de comparer des entreprises qui publient un bilan carbone, un ratio sur la diversité, sur l'inclusion, etc. Comme on n'a pas les méthodes pour calculer vraiment les indicateurs, c'est hyper difficile de se comparer. Donc en fait, grâce aux réglementations européennes, les entreprises les plus vertueuses, donc celles qui publieront la meilleure empreinte carbone, le meilleur taux de diversité, femmes, meilleur taux de personnes en situation de handicap, qualité de vie au travail, etc., tous les domaines de la RSE, seront choisis par les collaborateurs déjà, par les talents, par les jeunes, seront choisis par les clients, seront choisis par les actionnaires, seront choisis par les financiers. Donc je dirais que l'entreprise a intérêt à intégrer dès maintenant ces nouvelles réglementations comme un axe de compétitivité pour pouvoir se démarquer. La deuxième opportunité que je vois, c'est vraiment autour des bonnes questions. Ça va permettre vraiment, ça nous oblige, ces nouvelles normes de reporting nous obligent à nous poser des questions. Donc, je prends l'exemple du standard biodiversité. On en a pas mal parlé, ça, depuis le début de la journée. Personne ne peut remettre en question le fait que la biodiversité s'effondre et qu'il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous disent les normes ? Ça nous dit, voilà, posez-vous les questions sous les 2 angles. Le premier angle, c'est finalement, c'est quoi l'impact des activités de l'entreprise sur la biodiversité ? Donc, les questions, c'est est-ce que je pollue ? Est-ce que je pollue ? Deuxième question, est-ce que j'ai un risque d'importer des espèces invasives ? Troisième question, est-ce que j'émets beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre ? Quatrième question, est-ce que j'emploie beaucoup de ressources pour mes produits ? Voilà. Ensuite, le deuxième axe sur lequel doivent s'interroger les entreprises, c'est leur dépendance à la nature. Parce que les entreprises ont besoin de la nature pour produire, pour exister. On en a besoin pourquoi ? On a besoin d'utiliser la nature pour s'approvisionner en eau, pour s'approvisionner en énergie, pour s'approvisionner en ressources. On a besoin de la nature pour manger, pour la régulation thermique, pour fabriquer des médicaments. On a besoin de la nature pour beaucoup de choses. Donc, grâce aux nouvelles réglementations, les entreprises vont se poser toutes ces questions qui sont vraiment importantes et ça va leur permettre de cartographier les enjeux. Et une fois qu'on a cartographié les principaux enjeux pour l'entreprise, là, on peut se dire par quoi je commence, qu'est-ce que j'attaque en priorité, quelles doivent être mes principales actions. Et ça permet aux entreprises d'identifier leurs principaux risques, des risques liés à l'accès aux ressources, par exemple, des risques de vulnérabilité, des risques de réputation, des risques de financement, etc. Donc nous, en tout cas, chez Naval Group, on voit cette réglementation comme une opportunité pour ces deux aspects. Après, il faut aussi dire que le cas de Naval Group est assez particulier du fait de son secteur, celui de la défense. Vous allez être soumis aux mêmes obligations réglementaires, notamment en termes de publication RSE. Comment est-ce que c'est possible et comment est-ce qu'on fait quand on a des informations qui, pour certaines, sont classées secret défense ? Donc déjà, je vais tout d'abord repartir de ce que c'est que le secteur de la défense. Le secteur de la défense contribue au développement durable de nos sociétés. Pour appuyer ce propos, je vais citer la raison d'être de Naval Group, donner aux marines les moyens de leur puissance. Naval Group, c'est un industriel de souveraineté au service des marins qui protègent leur pays. Ça, c'est la raison d'être de Naval Group. Et nous avons décidé aussi chez Naval Group, et dans le cadre de notre raison d'être, de mener nos activités de manière responsable. Nous avons tous un rôle à jouer, tous. Et Naval Group, en tant que grand industriel français, doit contribuer aux 3 thématiques de la durabilité que sont l'environnement, le social, la gouvernance.
Nous publions déjà aujourd'hui, hein, nous sommes déjà au titre de la NFRD obligés de publier la déclaration de performance extra-financière. Et aussi, nous publions un rapport RSE dans lequel nous avons décrit toutes les actions concrètes que nous mettons en œuvre chez Naval Group sans pour autant trahir de secret défense. Nous publions des actions concrètes sur la décarbonation des sites. Nous publions des actions concrètes sur l'éco-conception de nos bateaux, des actions concrètes sur la diversité et l'inclusion ou encore sur la lutte contre la corruption. Donc, c'est vrai qu'il y a certains sujets, si je prends par exemple l'empreinte carbone, pour une entreprise comme Naval Group, publier Scope 1, Scope 2, les émissions carbone directes et l'énergie, la mobilité, ça, c'est pas un problème. Le Scope 3, la partie du Scope 3 liée aux achats, très bien, c'est compliqué à faire, hein, je pense que vous le savez tous, mais on peut y arriver. Après, je pense que sur les émissions carbone de nos bateaux en utilisation, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que les données ne sont pas forcément disponibles. Mais pour autant, nous avons quand même des actions concrètes avec nos clients sur des enjeux liés à l'énergie. Par exemple, sur la propulsion de nos bateaux, on travaille avec nos clients sur des propulsions hybrides ou encore sur des biocarburants. Et pour reprendre le secteur de la défense, hein, je tiens à souligner que le ministère des Armées s'est doté d'une stratégie défense et climat en avril 2022 et que dans le cadre de cette stratégie énergétique de défense, ils sont fixés comme objectif de consommer moins, de consommer mieux et de consommer sûr. Donc soyez rassurés, le secteur de la défense contribue au développement durable comme les autres secteurs. Merci beaucoup Juliette. J'aimerais qu'on revienne sur le sujet de la comptabilité côté SNCF. Comment justement on peut prendre des décisions et créer des normes comptables et financières qui permettraient de vraiment compter ce qui compte? Est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager, Mickaël? Alors, tu mentionnais l'IFRS tout à l'heure. Moi, je pense que le jour où on aura réussi à modifier les normes comptables type IFRS qui s'appliquent à tout le monde, parce que c'est le langage commun comptable et qui intègre les impacts environnementaux, sociaux, sociétaux, alors on aura réussi puisque ce sera le même terrain de jeu pour tout le monde, les règles du jeu seront les mêmes pour tout le monde et puis on comptera de cette façon-là. Donc ça sera intégré par nature en fait. Tant qu'on n'est pas là, on jongle, on peut faire des choses et on fait plein de choses et on le voit depuis ce matin, mais pour autant on ne peut pas tout faire parce que les entreprises sont à un moment donné tiraillées entre la rentabilité financière, parce qu'à un moment donné il faut investir, il faut faire un choix, il faut payer des salaires, ne pas augmenter les prix des clients, on en a parlé ce matin avec le président Farandou, et puis en même temps cette volonté sincère d'avoir un impact positif sur la société, le monde, la nature. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Moi, ma conviction, c'est que tant qu'on n'a pas changé les règles comptables, on sera tiraillé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire en attendant que les règles comptables changent, parce que là, on peut attendre longtemps, par ailleurs, parce que se mettre d'accord, c'est voilà. Donc, du coup, voilà, étant donné qu'on veut faire des choses avant même que les règles comptables changent, nous, ce qu'on a fait à la SNCF, par exemple, c'est que on a donné un prix à la tonne carbone. Alors on ne réduit pas le développement durable à l'environnement, parce que CSRD parle beaucoup d'environnement et pas encore beaucoup de social et de sociétal, mais ça vient. Hein. La taxonomie est d'abord environnementale et pas sociale, mais on ne le réduit pas à l'environnement et l'environnement ne se réduit pas au carbone. Mais pour autant, comme c'est le sujet le plus mûr et le plus discuté, il est intéressant de s'engouffrer dedans. En plus des impacts que ça a en soi, ça permet de transformer le regard et la pratique des entreprises. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait donner un prix à la tonne carbone, basé sur les travaux qui ont été faits par des universitaires économistes avec un rapport remis au gouvernement, pour que ça soit ce qu'on appelle la valeur tutélaire du carbone, c'est-à-dire à combien il faut donner le prix de la tonne carbone pour réussir la décarbonation et la neutralité en 2050 à l'échelle du pays. Tout ça est très documenté. Nous, on s'est dit, on va se l'appliquer à nous, pour éclairer nos bilans économiques en interne et éclairer nos choix. Donc on l'a fixé, c'était déjà il y a 18 mois, à 100 € la tonne.
pour pouvoir regarder un investissement dans un atelier de maintenance de TER en fonction de son impact carbone, option A, option B, ça nous permet d'éclairer ça. Mais on s'est dit, il faut aller plus loin parce que nous, c'est une bonne chose, mais on vit dans un écosystème, on est tous interdépendants. Donc la deuxième étape, ça a été de se dire, on va l'appliquer dans nos achats. Non pas pour sanctionner nos fournisseurs, mais pour encourager nos fournisseurs à investir dans leur propre décarbonation, parce qu'on n'est pas naïf, on sait que ça coûte à un moment donné d'investir pour décarboner, mais on s'est dit, il faut qu'on les encourage à investir dans cette décarbonation, parce qu'on a envie d'avoir cette responsabilité. Et ça doit se retrouver dans la notation financière de l'appel d'offres. Sinon, on dit des belles choses, mais dans la vraie vie, les règles de l'appel d'offres ne changent pas. Donc en fait, pas grand-chose ne change. Donc il faut qu'on change vraiment quelque chose. Donc on a dit qu'on allait appliquer les fameux 100 € la tonne au bilan carbone que nos fournisseurs, quand ils répondent à un appel d'offres, proposent. Et là, on peut avoir un fournisseur qui est plus cher en brut facialement qu'un autre, mais avec un bilan carbone qui est peut-être vraiment moins bon. Et auquel cas, celui qui est un petit peu plus cher, mais un peu plus cher parce qu'il a investi dans de la décarbonation, il peut passer devant et être choisi. Et ça, c'est important parce que comme le groupe SNCF pèse à peu près 15 milliards d'euros d'achats chaque année, avec énormément d'achats en France et en fait très majoritairement des PME et ETI, et bien évidemment, en fonction de comment on achète, on a un impact sur notre écosystème et on contribue, alors on fait ça très humblement, mais on contribue à encourager un mouvement qui va dans le bon sens. Est-ce que ça suffit ? Je ne sais pas, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, mais du coup, ça se retrouve financièrement. Et le vrai sujet que ça pose après en interne, et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire les vertus de cette réglementation, c'est qu'on est obligé de faire rentrer le développement durable dans la finance d'entreprise, et la finance d'entreprise est vraiment obligée de s'en préoccuper, pas uniquement pour des raisons de conviction personnelle ou de stratégie d'entreprise, mais même de technique financière, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Et là, ça crée des dialogues, en plus d'une acculturation, hyper intéressants. Et je pense que c'est ça la transformation profonde, c'est bien au-delà du réglementaire. Mais le réglementaire, il ne faut pas se leurrer. Moi, je considère que s'il n'y avait pas des obligations légales et réglementaires, on ne bougerait pas aussi vite. On l'a vu avec la loi Copé-Zimmermann sur le taux de représentation féminine dans les conseils d'administration, et puis après avec la loi Rixin dans les comités exécutifs, ça. S'il n'y avait pas eu ça, la France ne serait pas passée des derniers de la classe à premier de la classe en Europe. Donc franchement, il y a encore du boulot, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais à un moment donné, une bonne contrainte aux fesses, ça sert. Mais ça sera encore mieux de réussir à avancer sans ces contraintes réglementaires. On évoquait les spécificités, notamment liées au secteur de la défense. Orange, j'en connais aussi, puisque Orange est implanté à l'international dans de nombreux pays. La stratégie RSE, pour autant que vous développez, et les obligations auxquelles vous êtes tenus couvrent l'ensemble du groupe. Comment ça se passe et comment on fait ? Est-ce qu'il y a un risque de perte de compétitivité à l'étranger ? Ça, c'est un premier point pour vos filiales, face à des entreprises locales qui ne seraient pas ou ne seront pas soumises aux mêmes exigences. Comment faites-vous ? Alors, la CSRD, effectivement, elle va nous contraindre à communiquer sur des informations qui portent sur l'ensemble de notre périmètre consolidé. Et donc, ça englobe toutes nos filiales, qu'elles soient en France ou à l'étranger. Mais en fait, c'est un sujet le sujet de compétitivité, il n'existe pas qu'à l'étranger, puisqu'on a aussi le cas de plein de petites filiales françaises qui vont devoir produire des informations pour qu'on puisse les consolider. Et on a beaucoup de petites filiales françaises qui n'ont pas forcément d'équipe considérable et n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui pour faire face à tout ça. Donc il va falloir qu'on les accompagne, qu'on les aide. Mais je crois que fondamentalement, le sujet, c'est vraiment, de toute façon, il faut qu'on comprenne tous que c'est un enjeu de transformation. Et donc, il faut arriver à dépasser cette question du reporting et de la contrainte. C'est un enjeu de transformation, il faut qu'on y aille et il faut qu'on se structure pour y aller. Donc ça, c'est sur quelque part la contrainte. Après, on est effectivement un groupe qui est présent dans 26 pays en Europe et en Afrique, Moyen-Orient. Et on est vraiment convaincu que notre stratégie RSE, c'est aussi un facteur de différenciation. Et pour donner l'exemple de l'Afrique, Moyen-Orient, on a vraiment choisi de mettre l'inclusion au cœur de notre stratégie et d'en faire un levier vraiment important donc de notre engagement sociétal.
On a par exemple, et en fait on se dit que le numérique est vraiment indispensable, c'est devenu un bien indispensable pour les populations, et on a mis en place des programmes pour permettre l'accessibilité dans les territoires les plus reculés, pour permettre de former, d'éduquer. Donc on a un engagement d'ailleurs à horizon 2025 et 2030 sur un nombre de bénéficiaires de formation et d'ateliers digitaux. Et on a développé des Orange Digital Center, on en a 18 maintenant, et on en a d'ailleurs un dans la région Grand Ouest, on en a un à Rennes. Donc c'est pas qu'un sujet Afrique, Moyen-Orient, c'est un sujet qui est très proche de nous aussi, cet enjeu d'accessibilité, de formation au numérique. Et on pense vraiment que ça va être un facteur qui peut être un facteur différenciant. Et donc vraiment, je pense que ce qu'il faut qu'on retienne, c'est oui, on a une contrainte, oui, tout ça, c'est pas évident, surtout pour les petites filiales, les petites entreprises, mais pour autant, l'enjeu, c'est vraiment un enjeu de transformation, et c'est un enjeu qui est porteur de sens, et c'est aussi comme ça qu'on essaye de le travailler en interne avec les équipes. Je vais vous lancer un challenge pour la fin de ce grand plateau. Il nous reste pas moins de 5 minutes, mais je voulais quand même vous poser la dernière question. Donc, elle n'est pas simple, mais c'est un challenge pour une réponse courte. En ce moment, on est dans une espèce de tyrannie du court terme, là où on devrait plutôt être sur du temps long, dans un monde qui est hyper incertain et fragilisé. La guerre en Ukraine, l'inflation, les dérèglements climatiques, le Covid et j'en passe. Comment est-ce qu'on gère ces injonctions paradoxales avec des plans climat qui sont plutôt à horizon 10-15 ans face à des plans financiers à horizon maximum 3 ans, entre croissance et fin de l'abondance, et entre bénéfices à court terme et bénéfices pour la planète, comme je le disais, qui devrait plutôt être pensé à moyen-long terme. Je sais que c'est pas simple, mais c'est un challenge. Si je peux avoir une réponse courte de chacun pour conclure ce magnifique grand plateau, ça serait formidable. J'ai l'impression que je suis le premier à répondre. Tous les regards se tournent vers toi. Je vais bien commencer. Non, vas-y. Ouais, je le fais court. Déjà, première chose, il est essentiel d'arrêter dès maintenant d'opposer environnement et économie. Okay. Alors, lorsqu'on est sobre, on commence par le début. Lorsqu'on est sobre en énergie, quand on limite le gaspillage, quand on dépense moins d'eau, moins d'électricité, la facture elle est plus basse. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est bon pour les bénéfices court terme de l'entreprise. Donc on limite le gaspillage. 2, on ne va pas se leurrer, le dérèglement climatique, il a déjà un impact sur l'économie. Le stress hydrique limite certaines activités opérationnelles. On peut prendre l'exemple du refroidissement des centrales nucléaires. Les fortes chaleurs ont un impact sur la santé et sécurité de nos travailleurs. Les orages de grêle peuvent détruire des usines. Bref, il faut donc que les entreprises déjà s'attaquent dès maintenant à l'adaptation au changement climatique, contribuent à l'atténuation du changement climatique et intègrent dans le PMT, dans le plan moyen terme, un budget pour faire face à l'adaptation et à l'atténuation. Donc nous, chez Naval Group, on a fait, dans notre PMT, on a un budget climat. Et enfin, le troisième dernier point, qui est le plus important, je pense, c'est qu'il faut arrêter le modèle de croissance volumique. Et là, alors je vais rebondir sur... Je fais attention parce que ce matin, il y a eu oui, pas de décroissance, on ne fait pas de la décroissance. Je ne dis pas que c'est de la décroissance, je dis juste je parle de quantité. Il faut arrêter de produire en quantité. Et je pense qu'on peut quand même croître en chiffre d'affaires et croître en marge sans remettre en question, en remettant en question le volume et en se questionnant sur de nouveaux business models comme les business models sur l'économie d'usage ou l'économie circulaire. Voilà. Moins mais mieux, merci. Alors, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, et donc pour ne pas répéter, parce que je pense que c'était un peu dans le même sens, je voudrais juste donner 2 exemples. Nous, pour faire le lien entre le financier et l'extra-financier et montrer à quel point ils convergent, hier, on a émis sur les marchés une obligation de 500 millions d'euros dans le cadre d'un cadre plus général qui s'appelle un Sustainability Linked Bond Framework, et qui en fait est lié à nos engagements RSE à horizon 2030, et donc qui nous engage à tenir vis-à-vis des marchés financiers, nous engage à tenir ces engagements. On voit bien qu'il y a une vraie convergence en fait de nos enjeux financiers, de nos enjeux extra-financiers. Et puis une autre illustration pour montrer à
à quel point dans l'entreprise, on essaye vraiment d'intégrer ces enjeux. Là, on est lancé dans un process budgétaire, comme beaucoup d'entreprises. Et pour la première fois cette année, on a donné à nos divisions des objectifs. Dans les lettres de cadrage budgétaire, on leur a mis des objectifs financiers et des objectifs sur le CO2, sur l'énergie et sur l'inclusion, qui sont des objectifs quantifiés, avec vraiment l'idée que nos process doivent converger et qu'en fait, on va y arriver en y allant pas à pas. Effectivement, pour l'instant, la comptabilité triple capitaux, on n'y est pas encore, mais c'est par les actions de chaque jour et par les petits pas qu'on va arriver à transformer nos modèles. Waouh, le mot de la fin. Ouais. Le mot de la fin, c'est assez cocasse de répondre à une question sur les injonctions contradictoires entre court terme et long terme en nous disant il faut vite répondre en 2 minutes. Je sais, c'est très drôle. C'est une injonction en tant que telle. Moi, je crois que en fait, d'abord, l'injonction, la contradiction, le dilemme entre court terme et long terme, c'est pas nouveau et c'est pas né avec le développement durable. Ça accroît peut-être des contraintes parce qu'on doit prendre en compte de nouveaux paramètres et on voit bien qu'on peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est ça la grande nouveauté des 3 dernières années pour nous tous, alors que c'est déjà documenté. Le rapport Meadows sur les limites à la croissance, il a été publié en 1972, donc tout ça n'est pas neuf. Mais en fait, on a pris conscience qu'on ne pouvait pas faire comme si ça n'existait pas et on a compris que ça avait un impact sur nos achats, sur la fidélité de nos salariés, sur notre bref. En fait, c'est ça qui a changé, mais ça n'a pas changé la dialectique entre court terme, long terme. Bon, voilà, de toute façon, c'est compliqué d'être dirigeant d'entreprise, d'association, sans doute politique, ça. C'est encore plus compliqué, c'est ce que je disais, mais c'est comme ça. En revanche, comment on fait moi, je crois que d'abord, c'est en étant lucide sur la situation. Il faut être humble et lucide. Si on se cache derrière notre petit doigt parce qu'on n'a pas les solutions, parce que c'est dur, parce qu'on ne sait pas comment faire, alors on est sûr de ne pas y arriver, mais il faut être lucide, il faut être humble et dire, bon voilà, le diagnostic est celui-là, on n'a pas réponse à tout, mais on est sûr que de toute façon, il faut aller dans ce sens-là. Deuxièmement, c'est pas comme si le statu quo ou la prolongation des trajectoires actuelles était réjouissante. Tu l'as dit, de toute façon, il y a déjà des impacts. Donc, de toute façon, on sent bien qu'il y a besoin, nécessité et aussi envie de changer. Et troisièmement, en revanche, il ne faut pas se sentir seul, parce que c'est tellement difficile. On n'a pas les solutions, mais on a envie, puis on n'ose pas trop dire notre mal-être sur ces sujets. Et puis ces contradictions entre moi, citoyen, père de 2 enfants, et en même temps dirigeant d'entreprise, avec des objectifs annuels, etc. En fait, tout ça, je pense qu'il faut garder la tête froide, il faut revenir à beaucoup de simplicité humaine, en parler, ne pas se sentir seul, et donc la solidarité, comme c'est le cas de ce forum économique breton, c'est-à-dire parler des sujets même si on n'a pas les solutions, accepter qu'on n'est pas tout puissant, qu'on ne sera pas les grands vainqueurs tout seul. En fait, tout ça, je pense que ça... Enfin, moi, je le pratique et ça me fait du bien à moi, mais je vois bien qu'en fait, j'ai pas l'air d'un hurluberlu, ça fait du bien à tout le monde, en fait. Et je pense qu'il faut assumer ça parce que le monde a changé et il faut assumer qu'on ne rentre pas dans les codes classiques qui ont fait nos études, notre carrière professionnelle. En fait, il faut être sérieux, il faut être rationnel, mais il faut accepter ça. Et c'est pour ça que la solidarité est dans la raison d'être du groupe SNCF, agir pour une société en mouvement, solidaire et durable. La solidarité est, à mon avis, un ingrédient essentiel de la bonne recette pour qu'on s'en tire au mieux. Merci d'avoir accepté le challenge. Ça aurait été quand même dommage de se priver de vos réponses. Donc merci à tous les 3, on peut les applaudir.